Quand on entre dans une salle de classe, souvent, on sent qu'il y a une tension, non? Le stress des examens, des relations entre élèves, parfois des choses plus personnelles. Oui, c'est vrai pour les élèves, mais il ne faut pas oublier l'enseignant. Lui aussi, il est sous pression. Exactement. Et du coup, réussir à créer un climat plus serein, c'est pas juste un petit plus, c'est carrément essentiel pour que l'apprentissage se fasse bien. C'est la base. Justement, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. On va s'appuyer sur un livre qui parle bien aux enseignants. Le secret des profs captivants, de Julien Dourovet. Ah oui, je connais. Et plus précisément, on va regarder le chapitre 19 sur le climat émotionnel, gérer le stress de tous. L'idée, c'est vraiment de trouver des stratégies concrètes, des pistes pour que l'environnement soit plus apaisé. Et c'est crucial, vraiment. Pourquoi c'est si important ça? Parce qu'un environnement où on se sent en sécurité émotionnellement, c'est ça qui permet d'être attentif, de mémoriser, d'avoir envie d'apprendre. D'accord? À l'inverse, le stress, qu'il soit juste ponctuel ou, pire, chronique, ça met comme un filtre sur le cerveau. On est moins disponible pour réfléchir, se concentrer, ça devient difficile. Participer aussi, Oui, on le voit bien parfois. et ça touche tout le monde, hein. L'élève un peu timide, celui qui a des besoins spécifiques, mais l'enseignant aussi, il est impacté par ce climat. Tout le monde est dans le même bain, en quelque sorte. C'est ça. Bon, alors, comment on s'y prend? La source qu'on explore, elle propose une approche assez structurée. On dirait 3 grands axes, 3 leviers pour faire baisser cette tension générale. Oui, Le premier, c'est miser sur la prévisibilité et les rituels. Le deuxième, c'est d'utiliser des techniques pour se recentrer, mais collectivement. intéressant. Et le troisième, un peu plus fin peut-être, valider les émotions, mais attention, sans tomber dans la complaisance. Ça donne envie de creuser un peu tout ça, non? Carrément. Allons-y. Alors, premier levier, prévisibilité et rituel. L'idée de fond, c'est assez simple. Notre cerveau, il se sent plus en sécurité quand il sait ce qui va arriver. Logique, moins d'imprévus, moins d'anxiété. C'est ça. Pour un élève, savoir comment le cours va se dérouler, reconnaître les étapes habituelles, ça évite d'être toujours sur le qui-vive et potentiellement d'être dépassé par les événements. Ça pose un cadre rassurant. Un cadre stable. Voilà. Et le livre donne plein d'exemples très concrets. Ça peut commencer dès l'arrivée en classe, un accueil qui est toujours un peu le même. Un rituel d'accueil. Oui, une petite phrase, un regard systématique, micro-activité connue pour démarrer. Et puis, pendant le cours, la façon de donner les consignes. Ah, ça c'est clé. Toujours dans le même ordre. L'objectif, l'action à faire, le temps imparti, le matériel nécessaire. Ça aide vraiment à anticiper. Et cette structure dans les consignes, ça peut sembler un détail, mais en fait, ça allège énormément ce qu'on appelle la charge cognitive. C'est-à-dire? Si l'élève n'a pas à dépenser d'énergie à chaque fois pour juste comprendre comment la consigne est donnée, il peut mettre toute son attention sur la tâche elle-même. C'est un gain énorme. Tout à fait. Le livre parle aussi beaucoup des transitions entre les activités. Oui, c'est souvent là que ça peut déraper un peu. Exactement. Plutôt que passer du coq à l'âne, on annonce le changement, on marque une petite pause, peut-être avec un micro-rituel, une respiration, un signal sonore qu'on a défini ensemble, un changement de posture. Ça aide à clore une étape et à ouvrir la suivante mentalement. Et même la fin du cours, une clôture reconnaissable, un petit résumé rapide, une question pour la suite, un mot positif. Ça ancre l'apprentissage. D'ailleurs, il y a cette anecdote sympa dans le livre. Ah oui, Une prof de 6e qui avait mis en place une structure quotidienne très fixe. Accueil, petit temps calme pour se mettre au travail, signal sonore pour les transitions. Et les élèves, même ceux qui étaient un peu agités au début, ils finissaient par s'apaiser. il rentrait dans le moule en quelque sorte. C'est ça. Et certains lui ont même dit « Madame, ça me rassure, au moins je sais ce qu'on va faire. C'est très parlant. Ça montre bien l'efficacité. Et derrière ça, il y a une vraie logique cérébrale. Notre cerveau est une machine à repérer les habitudes, les régularités. » Il aime bien ça en fait. Il adore ça. Quand une séquence se répète, elle devient plus automatique. Elle demande moins d'efforts conscients. Et ça libère des ressources, de l'attention pour la nouveauté, pour l'apprentissage lui-même. D'accord. Ces rituels, c'est un peu comme des balises, quoi. Ça réduit le bruit ambiant, l'incertitude, la petite angoisse latente. Et ça construit petit à petit un sentiment de confiance dans le groupe. C'est vraiment la base d'un climat de classe serein. Donc si on résume ce premier point, des routines claires, prévisibles, ça ne bloque pas la créativité, au contraire. Ça libère l'esprit pour mieux apprendre, en diminuant le stress lié à l'inconnu. C'est tout à fait ça. Mais bon,
Même avec les meilleures routines du monde, l'attention, elle a ses limites. On ne peut pas être au taquet non-stop. C'est sûr. Et ça nous amène tout naturellement au deuxième levier, les techniques de recentrage collective. Il faut être réaliste. Notre cerveau n'est pas fait pour une concentration intense et continue pendant des heures. Les recherches le montrent bien d'ailleurs. Oui, les travaux sur la charge cognitive, sur l'attention soutenue, tout ça montre qu'on a besoin de pauses régulières pour que le cerveau puisse souffler un peu et rester efficace. Donc, quand on propose ces moments de recentrage, ce n'est pas du temps de perdu. Ah non, surtout pas. C'est l'inverse. Intégrer de très courtes pauses cérébrales, c'est un investissement pour la suite. Ça permet à tout le monde de relâcher un peu la pression accumulée, la fatigue, le bruit ambiant, la peur de ne pas y arriver. Pour mieux repartir après. Exactement. Pour mieux se remobiliser. C'est d'autant plus important dans le contexte scolaire qui peut être très chargé émotionnellement. Alors, concrètement, qu'est-ce que la source propose comme technique? J'ai vu qu'il y avait des choses comme la respiration guidée collective. Ça peut surprendre un peu, non? Oui, ça peut, mais c'est très simple et très efficace. 1 ou 2 minutes, c'est ça? Pas plus? C'est ça. L'idée, c'est juste de guider la classe dans une respiration calme, consciente. On peut l'utiliser en début de cours pour poser tout le monde, entre deux activités pour marquer une vraie coupure, ou même avant un contrôle ou une prise de parole pour calmer un peu l'appréhension. Et comment on guide ça? Simplement? Le livre donne un exemple très basique. Allez, on s'installe bien sur sa chaise, on pose les pieds au sol, on inspire tranquillement par le nez et on souffle tout doucement par la bouche. Juste ça, répétez quelques fois. Et ça marche? Il y a des retours? L'anecdote du prof de lycée pro est assez révélatrice. Il avait instauré ça, 90 secondes, chaque lundi matin. Au bout de quelques temps, c'était les élèves eux-mêmes qui le réclamaient avant les évaluations. Incroyable. Ça devient un outil pour eux, en fait. Un outil partagé, exactement. Et c'est l'effet de la régularité, de la simplicité. Une autre technique, un peu dans le même esprit, ce sont les pauses silencieuses et attentives. Ça aussi, c'est très court. Oui, 30 secondes, 1 minute maximum. La petite différence, c'est que ce n'est pas juste silence, on se calme. C'est une invitation à porter activement son attention sur quelque chose de neutre. Comme quoi, par exemple? Son propre souffle, les sensations dans son corps, les petits bruits autour, mais sans juger, juste observer. L'objectif, c'est vraiment de calmer l'agitation mentale, de se recentrer. Et les effets, au-delà du calme immédiat? Ça apaise le groupe, c'est sûr, mais ça améliore aussi la capacité individuelle à se reconcentrer juste après la pause. Une petite phrase simple comme « Pendant 30 secondes, on arrête tout, on ferme les yeux si on veut, et on écoute juste les bruits autour de nous ». Ça peut suffire. Simple et efficace. Et il y a une troisième piste mentionnée, la visualisation collective. Là, ça semble un peu plus ésotérique, peut-être? Ça peut faire penser à ça, mais en fait, ça reste une technique mentale très concrète et qui peut être très courte aussi, 30 secondes à 2 minutes. Et ça consiste en quoi? L'enseignant guide les élèves pour qu'ils imaginent mentalement une scène positive, une action réussie. Par exemple, avant un exposé, imaginer que ça se passe bien, qu'on est à l'aise. Ah oui, pour se mettre en condition positive. C'est ça. Ça peut servir à préparer une prise de parole, à désamorcer une tension dans la classe, ou juste à redonner un peu de confiance, de motivation. Se visualiser en train de réussir, ça peut vraiment aider à y arriver. Mais il y a un exemple dans le livre, non? Oui, celui d'un élève de terminale, complètement paniqué avant un oral blanc. Son prof lui a proposé 2 minutes de visualisation guidée, juste avant, et l'élève a dit après qu'il s'était senti beaucoup plus calme et qu'il avait mieux réussi. Ça vaut le coup d'essayer alors? Certainement. Mais pour que ces techniques fonctionnent bien, il y a quelques conditions. C'est important de le souligner. Oui, des conseils pour l'enseignant? Exactement. D'abord, proposer, ne jamais imposer. Il faut que chacun se sente libre d'adhérer ou pas. Ensuite, l'enseignant doit lui-même incarner ce qu'il propose. C'est-à-dire? S'il guide une respiration avec une voix calme, posée, détendue, l'effet sera démultiplié. Il faut y croire soi-même. D'accord, logique. La progressivité aussi. Commencer par des temps très courts, pour ne brusquer personne, pour que ça s'intègre en douceur. Et enfin, la répétition. Comme pour les rituels, c'est la pratique régulière qui ancre ces habitudes et qui fait qu'elles deviennent vraiment bénéfiques. Donc, le message clé ici, c'est que prendre quelques instants, même très courts, pour respirer, se poser, se recentrer ensemble, eh bien ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement direct dans la qualité de l'attention et dans un climat plus apaisé pour tous les groupes. C'est exactement ça. Ce qui nous amène au troisième levier, peut-être le plus délicat à manier. Ah, lequel? La validation des émotions.
mais sans complaisance. L'équilibre est subtil. Qu'est-ce que ça veut dire, valider sans complaisance? Ça veut dire qu'il faut accepter que les émotions existent dans la classe. Elles font partie de la vie. Un élève arrive bouleversé de la récré. Il faut pouvoir accueillir ça, reconnaître son état avant de vouloir passer à autre chose. D'accord, accueillir l'émotion. Mais, et c'est là toute la nuance, accueillir l'émotion, ça ne veut pas dire excuser n'importe quel comportement qui en découle. Ok, je vois. Comment on fait la différence alors, en pratique? La distinction essentielle, elle est là. Le ressenti de l'élève, sa colère, sa peur, sa frustration, ce ressenti est toujours légitime. Dans le sens où il a une cause, une raison d'être là et ça mérite d'être entendu. Ce n'est pas une faute de ressentir ça. Hmm. Par contre, le comportement qui peut suivre, jeter un livre, insulter un camarade, ça, ce n'est pas toujours acceptable dans le cadre de la classe. Donc on accueille l'émotion, mais on cadre le comportement. Exactement. Accueillir, c'est dire avec calme et neutralité. Je vois que tu es en colère. Je comprends que tu sois déçu. C'est une reconnaissance primordiale. Mais si la colère se traduit par des gestes violents, il faut intervenir fermement. Je comprends ce que tu ressens. Par contre, lancer ton livre, insulter X, ça, ce n'est pas possible ici. On va trouver une autre façon de gérer ça. C'est ça, le sans complaisance. C'est crucial. Valider l'émotion, ce n'est pas dire « Ah oui, tu as raison d'être furieux et de tout casser ». Non, surtout pas. C'est plutôt « Je vois que tu es furieux ». Et la source insiste sur un point important. Souvent, cette simple reconnaissance du vécu, de ce que l'élève ressent, ça suffit à faire retomber la pression. C'est vrai. Alors que si on ignore, si on minimise « Mais non, ce n'est rien, arrête ton cinéma », l'émotion, elle, risque de s'amplifier. Elle va crier plus fort pour être entendue en quelque sorte. C'est tout à fait ça. L'élève, au fond, il cherche d'abord à ce que son expérience intérieure soit reconnue. Des petites phrases empathiques simples comme « ça a dû te surprendre »,« je vois que ça t'a vraiment contrarié »,« tu aurais aimé que ça se passe différemment ». Oui, Dites avec un ton sincère, un regard bienveillant, ça peut désamorcer énormément de situations tendues. et le livre suggère même qu'une fois qu'elle est reconnue, cette émotion, elle peut devenir un levier, un moteur. Oui, c'est une idée intéressante. Au lieu de voir l'émotion uniquement comme un problème à supprimer, on peut essayer de la rediriger, de la canaliser. Comment ça? L'exemple donné est parlant. Tu es agacé par cet exercice, je comprends, il n'est pas facile. Et si on utilisait cette énergie, cette frustration pour te prouver que tu peux y arriver, pour trouver la solution? Ah oui, transformer l'énergie négative en motivation. C'est un peu comme le trac avant de monter sur scène, ce fameux trac utile. S'il est bien géré, il nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. On ne cherche pas à supprimer l'émotion, mais à l'utiliser de manière constructive. Ça demande une sacrée maîtrise de la part de l'enseignant, j'imagine. Gérer ses propres émotions d'abord. Bien sûr. Et ça passe aussi par sa propre capacité à nommer et gérer ses émotions devant les élèves. La source parle de l'importance du modeling, de l'exemple. C'est-à-dire? Un enseignant qui ose dire, par exemple, « Là, je sens que je commence à m'impatienter un peu, on va faire une courte pause pour que je retrouve mon calme. » Ou « Je suis un peu stressé par le temps qui nous reste, mais on va bien s'organiser ensemble. » Il montre l'exemple, en fait. Exactement. Il montre que les adultes aussi ressentent des choses, et surtout qu'on peut apprendre à les gérer sans se laisser déborder. Il y a même un élève cité dans le livre qui dit à son prof « J'ai vu que vous étiez stressé l'autre jour, mais vous êtes resté calme. Alors j'ai essayé de faire pareil. » C'est puissant comme retour. Énorme, oui. Pour aider les enseignants à mettre ça en pratique, il y a une sorte de petit guide simple en 3 étapes dans le livre. C'est ça? Pour valider sans complaisance. Oui, une structure assez claire. Étape 1. Accueillir l'émotion, la nommer si possible. Je vois que tu as l'air. L'effet recherché. L'élève se sent écouté, reconnu. D'accord. Première étape. Écoute et reconnaissance. Étape 2. Rappeler la règle ou la limite si un comportement pose problème. Ici, la règle c'est 2. Par contre, on ne peut pas faire ça. L'effet, on pose le cadre fermement mais sans juger la personne. OK. Cadre clair, sans jugement. Et la troisième. Étape 3. Rediriger vers une action constructive ou vers l'objectif. Maintenant, comment on pourrait faire pour? Je te propose de faire ceci pour avancer. L'effet. On responsabilise, on aide à se remettre en action, on recentre sur le tâche ou la solution. Accueillir, cadrer, rediriger. Simple, mais efficace, probablement. C'est un schéma qui peut vraiment aider à naviguer ces situations délicates du quotidien. Donc, la grande idée ici, c'est qu'accueillir les émotions, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas tout permettre. C'est au contraire la première étape indispensable pour pouvoir ensuite guider le comportement et maintenir un cadre où tout le monde peut apprendre. C'est exactement ça.
Finalement, en parcourant ces pistes tirées du livre de Julien Dourève, on voit bien qu'améliorer le climat émotionnel d'une classe, ce n'est pas une recette miracle. Non, c'est un travail de fond. C'est plutôt un travail patient, oui, qui se construit jour après jour, avec des outils concrets. Créer de la prévisibilité grâce aux rituels, offrir des moments pour souffler avec ces techniques de recentrage, et puis apprendre cet équilibre délicat, accueillir les ressentis tout en maintenant un cadre clair. C'est un investissement constant, mais Mais essentiel. Le bien-être émotionnel, ce n'est vraiment pas un luxe, c'est une condition de base pour que l'envie d'apprendre, l'engagement, la réussite même, puisse vraiment s'épanouir. c'est bien résumé. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve, qui va même au-delà de la salle de classe. Si ces principes, la prévisibilité qui rassure, les pauses conscientes pour se recentrer, la validation respectueuse des émotions, si ça fonctionne dans un environnement aussi exigeant qu'une classe, Oui, comment est-ce qu'on pourrait s'en inspirer davantage dans nos autres collectifs, au travail, en équipe, même en famille peut-être? Est-ce qu'il n'y aurait pas là des clés pour améliorer la communication, apaiser des tensions inutiles et, au fond, favoriser un meilleur vivre ensemble? C'est une question qu'on peut laisser ouverte?